Les décideurs de la gestion, bonjour. Nous faisons le point, comme vous le savez, chaque semaine sur la gestion du fonds Interaction, qui est un fonds auquel vous pouvez souscrire. Et donc nous, avec Thomas Louis, notre gérant, Bonjour. avec Paul Schorer, notre stratège, on va dire, Bonjour. notre économiste et notre stratège, nous allons faire le point sur l'évolution des marchés, sur l'évolution de l'économie, d'abord, sur l'évolution des marchés, sur le portefeuille et sur les arbitrages éventuels ou les non-arbitrages que nous allons effectuer pour ce fonds commun de placement, comme on l'appelait, Interaction. Nous commençons avec la rubrique Tendance. Alors, on est retourné presque au niveau dans les indices, en tout cas à Paris, un peu au-delà aux États-Unis, presque au niveau de la fin 2015. Alors, on n'est pas du tout au niveau où on était il y a un an. Il y a un an, le CAC 40 était quelque chose comme 5300. Aujourd'hui, on est à 4006. On est passé 4600 au cours de cette semaine, mais néanmoins, on est revenu au niveau. Alors, peut-être qu'on peut essayer de regarder ce qui a rebondi. Alors, ce qui a rebondi depuis 3 mois, les produits de base. Le pétrole, donc ça, en tête, les deux. L'un, alors c'est une question d'indice, mais entre 20 pour l'un et 40 pour l'autre. En fait, ça nous permet de faire le point de ce qui a été la grande peur du premier trimestre. Oui. La crainte d'une déflation qui était alimentée par une baisse des prix des matières premières, qui était certainement aussi la fin de l'éclatement de la bulle des matières premières qui avait commencé il y a 3 ans. Et puis, ça s'est transmis aux banques, puisqu'on s'est dit qu'il risquait d'y avoir des défauts, que les taux d'intérêt négatifs les amèneraient dans une situation où elles ne seraient plus en capacité d'avoir une rentabilité, et donc ça pouvait emmener une destruction complète de l'économie. Par rapport au plus bas, ou peu rebondi par rapport au plus bas. Elles ont beaucoup moins rebondi. Cependant, cette semaine, si on regarde les indices sectoriels, finalement, on s'aperçoit que on a comme... on peut regarder peut-être les variations sur la semaine et on verra que la principale contribution à la hausse du CAC 40, c'est BNP Paribas, précisément. Tout à fait. Notre propos. C'est BNP, et plus généralement en Europe, on voit que le premier des secteurs à avoir le plus rebondi, c'est les ressources de base, devant les banques, et ensuite l'auto, la chimie. Le pétrole, lui, vient presque plus loin dans le classement. Pas par rapport au plus bas, par rapport à ça sur la semaine. Voilà, l'élément le plus important, c'est que les ressources de base sont finalement le driver de la remontée. Autre petite surprise quand même, les industriels, la chimie, la construction et également dans les rebonds depuis 2 mois. Oui, alors moi là, sur ce point, je pense qu'on est en train de vivre ce qu'on imaginait nous un temps, c'est que désormais, on va être plus intéressé par ce qui se passe en zone émergente, Chine comprise, Chine et Inde comprise. Et donc, on se rend compte que les chiffres ont été plutôt bons sur ces sociétés dont vous parlez, qui sont pour l'essentiel des exportateurs. Et donc, ça va probablement être un driver pour les 2 ou 3 mois qui viennent, avec des rebonds significatifs de notre point de vue sur ces valeurs-là. Alors, en revanche, ce qui est à la traîne dans ce rebond, encore une fois, santé, télécom, loisirs, tourisme, il y a des raisons peut-être différentes, et technologiques, un peu ce qui avait bien marché précédemment. Tout à fait. C'est effectivement des secteurs qui n'enclenchent pas et qui pèsent pour l'instant, en particulier en Europe. Mais quoi, là, c'est une phase très particulière, ce rebond de 19-20% en 2 mois. C'est pas non plus... Oui, alors, attention, parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses. On est passé d'un schéma avec risque déflationniste, et puis là, on commence à anticiper un schéma avec la hausse du prix des matières premières. On commence à se dire, oulala, le schéma déflationniste s'éloigne, donc allez, on met un petit billet sur une reprise de l'inflation. Qui dit reprise de l'inflation dit hausse des taux d'intérêt aux États-Unis. Qui dit hausse des taux d'intérêt aux États-Unis dit, pour l'Europe en tous les cas, une situation qui devient plus intéressante, puisque le dollar remontera et que l'euro s'affaiblira, rendant les entreprises exportatrices plus compétitives. C'est exactement ce qu'on a connu dans l'autre sens pour les 3 premiers mois de l'année. Donc on le dit depuis le départ, et on le verra dans nos indicateurs, ça va être du fine-tuning en permanence, et on va avoir une année dite de fine-tuning de notre point de vue. Voilà. Bien, alors, on en a parlé, le pétrole, parce que depuis notre réunion de la semaine dernière,
l'OPEP plus la Russie, pour aller vite, s'est réunie à Doha. Il n'en a rien sorti, mais le pétrole n'a pas baissé pour autant. En fait, ce qu'on avait pointé, c'est que le succès ou l'échec de la réunion était peut-être moins important. Voilà. Ce qui était important, c'est de voir comment se positionnerait le rapport de force entre les acteurs et en particulier à travers la Russie. Bon, ce qu'on voit, c'est que finalement aujourd'hui, l'Arabie Saoudite n'avait pas nécessairement intérêt à ce qu'il y ait un accord. Et donc, personne n'est inquiet derrière le phénomène de ne pas se mettre d'accord et de se revoir en juin. C'est quelque chose qui aurait surpris il y a un mois et demi et qui ne surprend plus aujourd'hui. On s'habitue à vivre avec une production légèrement supérieure à l'offre, et puis c'est comme ça. Et en fait, cela... à la demande, pardon. Cela conduit à considérer que le pétrole... On est bien entré dans une situation où durablement, le prix de l'énergie et des matières premières, mais surtout le prix de l'énergie, est moins cher qu'il n'a été dans les cycles précédents. Ouais. Et je crois que ça, c'est vraiment l'élément structurant qui se révélera sur le long terme favorable et qui nous avait amené à plusieurs reprises à dire on est dans une période de transition. On a souvent dit que ça serait favorable, mais à terme. Alors, cette semaine encore, Paul, notre gourou, M. Draghi, le président de la Banque Centrale Européenne, a fait une conférence marquée d'une certaine autosatisfaction, non ? Oui, il a... En fait, qu'est-ce qu'il a cherché à faire ? Il est dans la situation où il doit soutenir les banques pour faire en sorte que l'économie ne parte pas au tapis et que le schéma déflationniste ne prenne pas le dessus. Et puis il doit aussi aider les entreprises en faisant en sorte que le dollar ne baisse pas de trop ou que l'euro ne monte pas de trop. Et il a parfaitement rempli l'exercice. On est autour de 1,14. Si on se rappelle, au mois d'octobre, finalement, l'enjeu, c'était de contenir la hausse de l'euro. Il y était arrivé. Il est en train d'annoncer la communication qu'il fera le semestre prochain sur le dollar. Et entre-temps, on est passé d'une période où il y avait 4 anticipations de hausse aux États-Unis, au 1er janvier. Aujourd'hui, on n'en a plus qu'une. Alors voilà. Pour finir juste sur les tendances, est-ce qu'on peut regarder le transparent ou la slide, je ne sais pas comment il faut dire, sur l'évaluation de la semaine. Donc Thomas, cette semaine, donc en tête des valeurs d'indice, Total qui est en numéro 2. BNP, vous parliez des bancaires tout à l'heure. D'abord BNP Général. Qui a sur le graphique, vous pouvez voir la contribution la plus élevée, puisque sur une hausse complète de 1,99, vous en avez grosso modo 0,30 qui vient simplement de BNP, qui représente 5% de l'indice, Total qui représente 9% de l'indice et 5 lignes plus bas, Sanofi qui représente là aussi 9% de l'indice. Donc on voit bien que le mouvement de cette semaine est un mouvement indiciel qui, à notre avis, est totalement justifié. C'est une des raisons pour lesquelles le fonds peine dans une période comme ça, parce qu'on est dans des périodes très indicielles et que c'est très difficile de battre des poids aussi importants, d'aller récupérer de l'écart sur des poids aussi importants. L'économie, de notre point de vue, en tous les cas, les marchés sont en train de prendre en considération la hausse du prix des matières premières, le risque inflationniste, j'en parlais, et donc finalement un rééquilibrage des planètes dans le fil de celui qu'on espérait qui justifiait la hausse des marchés. Alors on a un peu, en revanche, c'est un peu positif, un peu de résultats qui ont tiré des cours, L'Oréal, Schneider, Essilor. Bonne surprise sur les marchés internationaux, sur la croissance des chiffres à l'international, des croissances européennes solides, un effet avec la baisse de l'euro qui a donné un effet prix important aux États-Unis, où il y a une croissance soutenue. On se rend donc compte que effectivement toutes ces entreprises sont en train de bénéficier probablement de l'exagération qu'on avait connue au premier trimestre sur le risque de crise et sur le risque déflationniste. Et désormais, on se remet en configuration. Finalement, ça va être moins décevant que prévu. Juste en regardant en revanche la partie des moindres contributions, qui sont quand même toutes des hausses, on souffre toujours dans le secteur du télécom. Alors oui, j'insiste sur cette semaine, c'est des baisses. C'est des hausses, c'est des baisses relatives. Voilà. On a des contributions. On a Vinci qui a baissé pas mal. Et vous parliez des technos, effectivement, Vivendi, Orange, avec des informations différentes. On voit sur Vivendi et Bouygues, exactement. Alors, dégonflement de la prime spéculative d'une part, retrait de la perspective d'une opération majeure, donc nouvelle guerre des prix probablement à venir. C'est ce qui justifie un peu ce repli que je ne trouve pas
considérable. Hein. Ça fait 2 semaines que ça dure, certes. Oui, là, Bon, les investisseurs vont se rendre compte que les entreprises continuent de travailler. On l'a vu chez Orange qui annonce aujourd'hui leur achat de Groupama Bank pour devenir Orange Bank. C'est une orientation stratégique forte de Stéphane Richard sur son entreprise. C'est non négligeable. Et moi, je regarderais plutôt les gens qui investissent plutôt que ceux qui spéculent, surtout dans un contexte de croissance molle. De la même façon, on voit bien sur Vivendi il se passe quelque chose. Qu'il se passe quelque chose, que les patrons sont aux commandes, hein, avec ce qui a été annoncé aujourd'hui pour Canal+. C'est pas anodin. Il va falloir que cette entreprise, finalement, se rende compte que c'est une entreprise comme les autres, et donc avec des programmes comme les autres, et peut-être des producteurs qu'il faudra payer moins. Des producteurs animateurs, la plupart du temps, d'ailleurs. Probablement moins cher les producteurs animateurs, et peut-être qu'il faut avoir absolument du football. Et donc ça, alors, ça il faut payer. Oui, alors là, sur le football, mon ballon est plutôt ovale, mais oui, ce que je sais, c'est que le football, c'était un des moteurs de Canal. Oui. C'est son identité, son ADN. Je ne comprends pas qu'il l'ait lâché. Et donc, alors, on peut le comprendre pour des raisons économiques, mais quand bien même cet accord avec beIN Sport interviendrait, il faudrait qu'il intervienne désormais très vite. Il est nécessaire, et de toutes les façons, beIN Sport n'a pas trouvé son public de l'autre côté non plus. Donc l'un et l'autre ont tout intérêt à se rapprocher. Alors pour continuer avec la macro, ou revenir à la macro, Paul, vous nous apportez un graphe cette semaine qui est un graphe très intéressant et très clair. Oui, je l'ai simplifié au maximum. Alors, en fait, il s'agit du prix du fret qui est coté sur le Baltic Exchange, qui est un indicateur finalement du commerce international. Et on voit très clairement qu'on a, depuis un certain nombre d'années, une tendance à la baisse et qu'on a vécu, au début de l'année, une période où on était très très déprimé, puisque les cours étaient devenus quasiment ridicules. Oui, on transportait pour rien. Voilà, quasiment pour rien. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que depuis, la tendance a quand même changé et qu'on a un très net rebond. Ce qui veut dire que ce n'est pas que de la spéculation qu'il y a derrière cette reprise des marchés. Il y a tout un ensemble. Si je mets des conteneurs sur un bateau, c'est pas de la spéculation. Voilà. C'est ça que vous voulez dire. Voilà, c'est tout à fait ça. Et puis, c'est aussi peut-être dire que en ce moment, la Chine, puisqu'on a souvent dit que la Chine achetait les achats de matières premières de la Chine se traduisait par une hausse des prix du fret, ça veut certainement dire que la Chine profite aujourd'hui de prix de matières premières particulièrement bas pour reconstituer les stocks. En tout cas, ça va arrêter de baisser. Parce que si on allait plus loin, c'est quand même un effondrement sur 10 ans. Oui, c'était la remise en cause. Enfin, ça a participé à la remise en cause. Je parle du Baltic Index, je parle de ce... Tout à fait, mais je crois que ça illustre parfaitement qu'on a vécu un moment d'inquiétude systémique. Est-ce qu'on reste dans un système économique tel qu'on l'a connu de façon classique au mois de janvier, février? C'est ce qui s'est posé. On ne le... Oui, quand on est allé voir, ne mesure pas à ce point-là, mais là, ça l'illustre parfaitement dans l'économie réelle aussi. Bien, nous passons au tableau de bord. Nous commençons avec les indicateurs, nos fameux feux. Donc 12 indicateurs et 3 qui bougent cette semaine, Paul. Voilà, tout à fait. Le stress de liquidité qui se détériore. En revanche, le stress de refinancement s'améliore. Alors, c'est une mesure qui mesure la façon dont l'économie est financée, si elle est en risque ou pas. Et le stress de liquidité... Le stress de liquidité est moins important que le stress de refinancement, donc il est mais il baisse de 2 crans quand même. Il baisse de 2 crans, mais on avait eu une baisse du stress de refinancement la semaine dernière, donc c'est un petit peu concomitant. Je crois que le point le plus important, c'est finalement l'aversion au risque. D'accord. Alors, qui passe dans le vert. Qui passe dans le vert. Alors, on va regarder l'indicateur, voilà, il est là d'ailleurs. Voilà, je l'ai amené. Alors, passer dans le vert n'est pas nécessairement une très bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on mesure à travers cet indicateur, c'est le fait que les secteurs les plus risqués sont les plus appréciés aujourd'hui. C'est ce qu'on vient de dire au début, c'est les matières premières qui apparaissent les plus risquées compte tenu de leur évolution depuis 2-3 ans. Voilà, mais ce n'est pas que cela, c'est-à-dire qu'en fait, on est prêt à aller chercher du risque, et le marché, quand il monte trop haut dans cet indicateur, il rentre en phase d'euphorie. Donc on n'est plus très loin d'une phase d'euphorie. Et à ce moment-là, le feu rebaissera. À ce moment-là, il suffit qu'il y ait une information qui soit un peu surprenante et inattendue
pour que le choc soit plus brutal. Donc on a deux indicateurs qui sont sur ce plan-là intéressants. C'est la dynamique des corrélations. On en a parlé il y a 15 jours et il y a 3 semaines. C'est un indicateur qui, s'il y a un choc, tout part dans le même sens. Tout de suite, tout part dans le même sens. Et là, on a cet indicateur d'euphorie, c'est-à-dire qu'on est allé vers l'euphorie. Et on va. Donc, il y a de l'argent prêt à s'investir dès qu'il y a une bonne nouvelle. Voilà, on l'a vu mais cette il se semaine. retire aussi vite. On va y venir avec les résultats quand effectivement L'Oréal prend 4% sur un résultat, c'est que ça déclenche immédiatement des achats. Tout à fait. Donc on a vraiment des logiques de violents mouvements sur les marchés, à la hausse comme à la baisse, qui en résultent. Alors les modes de risque, nous ne varions pas beaucoup. Nous restons dans le risque 3. L'illustration de la volatilité d'une part. Là, il y en a beaucoup. Et puis, je crois que la donnée vraiment importante, c'est que les banques centrales sont à la manœuvre depuis longtemps et qu'elles ont un impact considérable sur la dynamique des marchés. Très bien. Eh bien, nous passons à la rubrique performance. Alors, vous en avez un peu parlé, Thomas, tout à l'heure, en disant quand c'est indiciel, c'est pas forcément bon pour les gens qui gèrent et qui essayent de réfléchir en gérant. Et vous en avez une double illustration au travers du graphique que je vous présente là, où on constate qu'effectivement, depuis le début de l'année, le marché recule de 0,89, là où nous sommes, nous, en baisse de 5,12. Et cette semaine, nous avons monté de 0,62 contre 1,99. Donc, on a cru. Au marché. On a creusé la sous-performance. Oui, on creuse la sous-performance. Dans un mouvement indiciel tel qu'on l'a connu depuis 2-3 semaines maintenant, ou depuis un peu plus que ça d'ailleurs, quasiment un mois, on a eu un mouvement très violent à la hausse. C'est quasiment impossible de l'attraper en totalité. Donc je pense que dans les 2-3 mois qui viennent, on va récupérer notre écart, pour autant que nos titres soient bons. Enfin, on part de ce principe, sinon on les aurait plus. Sinon on les aurait pas. Voilà, donc c'est normal que ce comportement de fond dans un contexte comme celui qu'on connaît là, il va falloir qu'on attende les ajustements. Les résultats des entreprises sont plutôt bons et on constatera dans les 2-3 mois qui viennent qu'on récupérera, de mon point de vue, cet écart. Bien, alors justement, la répartition du portefeuille, alors on voit clairement que on est. Donc je rappelle que vous avez en bleu le CAC 40, que vous avez en rouge Interaction, que cette semaine, c'est la colonne du milieu, la performance a été tirée par les valeurs défensives moins présentes que dans l'indice dans Interaction, par les valeurs financières, dont nous en avons beaucoup moins là aussi, et que les valeurs technologiques ont été pénalisées. Le semi-cyclique, les conso-cycliques et la cyclique du CAC ont plutôt pas mal rebondi. Encore une fois, c'est un mouvement très indiciel. Pas étonnant qu'on soit un petit peu derrière. Et si on regarde le potentiel du fonds, vous voyez que le potentiel du CAC, comme nous parlons, est de 8,76%, tandis que celui d'Interaction est de 10,30%. Historiquement, on peut encore connaître 1 ou 2% d'écart entre le potentiel des deux. Et généralement, on rattrape à chaque fois cet écart. Puisqu'on a un potentiel et par ailleurs, on a un potentiel légèrement supérieur avec un poids inférieur. Voilà, exactement. Donc avec un peu plus de liquidité. Donc on est, parce que on peut en reparler, mais on est peut-être arrivé au bout du rattrapage et effectivement on est à l'équilibre depuis le début de l'année, donc on n'est pas à l'abri qu'il se passe 2-3% ou 5%. Alors il y a deux choses. Il y a soit l'analyse sectorielle nous permet de dire, on le voit sur les potentiels qu'on a en rouge à droite, nous on fait un gros pari sur les TMT malgré tout, les gains de productivité essentiellement, et sur tout ce qui est cyclique, et probablement cyclique pur aussi, qu'on va... Oui, ça va se renforcer. C'est même quelque chose qui a doublé entre le début de l'année et aujourd'hui. C'est vraiment une des progressions importantes dans lesquelles on peut voir que... Bien. Donc, on va passer à la gestion. Alors, gestion, on va peut-être regarder les arbitrages d'abord, et puis on va regarder le portefeuille ensuite. Donc, les arbitrages, il y en a eu. Voilà, les voilà. Alors oui, il y en a eu depuis donc le 14 avril. On a commencé à renforcer sur le mouvement dit des matières premières
mais aussi de rattrapage, d'après nous, notamment du titre. On a acheté de l'Imeris, du Michelin et du Sanofi. Voilà, Du Sanofi, pourquoi? Parce qu'on a quand même tendance à penser que Sanofi va pouvoir rester longtemps à l'écart de tout le mouvement de reprise de la santé. On a allégé par contre Rheinmetall et Thales, deux thématiques qui ont d'abord beaucoup gagné, et on a fini de vendre Airbus. Voilà. On pense que Airbus a un peu mangé son pain blanc, qu'il va falloir maintenant absorber toutes les prises de commandes, vérifier que toute la chaîne de la supply, que toute la supply chain, la chaîne qui permet de construire les avions de A à Z, des fluides jusqu'aux pneus, en passant par les fauteuils. Et on a vu que sur ces fauteuils, ils avaient des petits soucis avec Zodiac. Eh bien, on a choisi d'alléger ces choses qui avaient beaucoup gagné pour se repositionner sur ces titres-là. C'est-à-dire qu'en fait, les bonnes nouvelles, c'était les commandes, et maintenant... Quand on livre, il peut y avoir que des mauvaises nouvelles. On vend la il ne peut pas y nouvelle, avoir une nouvelle supérieure, on ne va pas livrer plus cher. Voilà. Donc, on a vendu la nouvelle, voilà, et puis ce qu'on constate aussi, c'est qu'on a fait un petit pari sectoriel sur ce qu'on appelle les ressources de base. Voilà, c'est le pari cyclique dont je vous parlais, où là on a acheté 1,5% de ressources de base directement, plutôt que d'acheter des titres spécifiques. Vraiment, on pense que le mouvement sur les ressources de base va être plus important que sur les titres dans un premier temps, et ça nous permet de prendre la tendance et après d'arbitrer en achetant... Parce qu'on est sur les produits de base, on a une question d'un de nos fidèles auditeurs ou téléspectateurs à propos d'Arcelor. Alors, nous on pense que les recommandations sur Arcelor aujourd'hui sont très mauvaises. Elles sont, voilà, on a des objectifs de cours qui sont quand même environ 30% en dessous des cours actuels. Ceci dit, ces objectifs de cours ne prennent pas en compte l'inversion dont on parlait tout à l'heure sur les matières premières et l'éventuelle reprise qui pourrait avoir lieu en Chine ou en Inde. Et je crois que là-dessus, d'ailleurs, c'est quelque chose qui était assez intéressant cette semaine. Les chiffres qui ont été publiés sur la reprise de la construction en Chine sont plutôt surprenants à la hausse et indiquent bien qu'il est en train de se passer quelque chose. On l'avait évoqué la semaine dernière quand on avait parlé des besoins en la matière. En fait, ça vient d'être confirmé, et je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. C'est un élément structurant dont Agnès parle régulièrement, mais qui va avoir des effets Bien, positifs. donc on va regarder le portefeuille du coup. Allons-y, de ce pas. Le voilà, notre portefeuille. En tête, alors vous vous souvenez que ce tableau reprend toutes les contributions. En tête des contributions, nous avons évidemment le poids que nous avons dans Total. On en a 5,82, ça monte de 2,60, ça nous ramène 0,15. Et vous avez à droite la contribution relative, et vous voyez que malgré notre poids, notre choix, il nous manque encore 0,10 qu'il faut aller chercher. Les sociétés financières nous rapportent de l'argent, Allianz, Essilor aussi, qui a encore une fois annoncé des résultats très bons, très très bons. Voilà. Presque 8% de croissance au premier trimestre, et ils vont faire ça sur l'année. Remarquable. Avec de l'investissement, avec de la nouveauté. Vraiment, et on ne peut pas dire qu'ils ne nous avaient pas prévenus. Oui, en plus, pour le coup, il fallait les croire. Ils délivrent ce qu'ils annoncent. C'est ce qui est assez rare par les temps qui courent. GDF Suez bénéficie de la reprise du prix des matières premières, des perspectives, ça c'est pas mal. Safran aussi, je pense que s'il s'agissait plus d'une correction, on avait un Lyxor sur les banques plutôt que d'aller chercher les banques à proprement parler en direct. Eh bien, vous voyez que celui-ci nous aide pas mal. Et un liquide, gros poids de l'indice, nous aide. Et le Basic Resources aussi. Atos, là aussi, qui a annoncé des très belles choses. Magnifique. C'est remarquable. C'est assez intéressant de voir que ce pari sur le cloud, sur les services paye. Et Atos est en train de devenir un grand. Alors, on a parlé des bonnes nouvelles. De temps en temps, on en a des moins bonnes. On a nos valeurs d'abonnement qui souffrent, évidemment, puisque quand on a une révision des perspectives et notamment un risque de hausse de taux à terme, bien les gérants ont tendance à se débarrasser de tous les abonnements, puisque les abonnements sont financés à des taux, et que si les taux remontent, ça vous coûte un peu plus cher. Bon, mais en même temps, je ne trouve pas ça dramatique. On a Sodexo et Deleuze, nos valeurs américaines, qui souffrent un petit peu. Je trouve à tort, là aussi, mais enfin bon, c'est pas nous qui décidons, le marché, nous on décide d'acheter ou de vendre, et le marché de temps en temps arbitre. Pour moi c'est ponctuel, et j'allais dire ce bloc de sous-performance devrait pour le coup se retrouver dans les surperformances des 3 mois qui viennent. Bien, on regardera ce slide dans les 3 mois qui viennent. Alors, actualité des sociétés, d'abord, cette OPA sur Darty, ça veut dire que
on peut gagner de l'argent, ou en tout cas, les réseaux de distribution physique ont une valeur. On avait l'impression que tout devait être numérique. Eh bien, si Darty vaut le tiers de son chiffre d'affaires, 1 milliard pour 3 milliards de chiffre d'affaires, c'est que ça a de l'intérêt. C'est considérable. On voit bien la surenchère que se mènent les fonds d'un côté, c'est-à-dire des financiers purs, et des industriels au travers de Vivendi et la Fnac de l'autre côté. C'est très intéressant de voir ce mouvement-là. Enfin, les industriels qui ont du cash, c'est le cas de Vivendi, se reposent la question du comment je vends aussi le contenant de mes contenus et comment je suis présent sur les lieux de vente, comment je les anime. Et on se rend bien compte que toute la chaîne de l'industrie du divertissement passe aussi par des lieux de vente. Ce n'est pas simplement un site internet qui est dans l'achat impulsif, mais beaucoup plus dans aussi l'animation du lieu de vente. Alors est-ce que ça conduit à repricer, comme on dit en bourse, des valeurs de distribution comme Carrefour ou Casino, ou même des exploitants de centres commerciaux comme Unibail ou Klépierre qui sont très chers par alors, ailleurs. c'est un peu ça le problème. Moi, je pense qu'il va falloir se poser la question aussi, parce qu'il n'est pas exclu que si ce pari fonctionne, ça redonne du prix aux surfaces commerciales, aussi bien animées que celles d'Unibail ou de Klépierre d'ailleurs. Mais Unibail, cette semaine, a publié un chiffre d'affaires plus 5,8%. On voit quand même que quand la consommation marche un tout petit peu, lui, il touche carrément tout de suite. Mais oui, parce que des loyers amplifiés. Mais oui, parce qu'on est dans le pari du premium. Enfin, des locataires de très grande qualité, et donc qui sont les premiers à bénéficier d'une reprise, par essence, qui ont les plus gros moyens de communication également. Et c'est un pari qu'a toujours fait la direction d'Unibail, d'y loger les meilleurs. Klépierre a compris, s'est mis au diapason, et donc ils se battent l'un et l'autre pour... Mais enfin, Unibail a un petit coup d'avance. Bon, on retient que Darty, en tout cas, il se passe quelque chose. Oui, alors, c'est intéressant. EDF, est-ce qu'on y comprend quelque chose? Non. Bon, ben voilà, déjà, non, EDF, on peut pas y comprendre quoi que ce soit parce que c'est politique, EDF. On les a déjà retirés du CAC 40, je pense, pour des raisons politiques également, parce qu'il fallait pas que ça continue de polluer comme ça l'indice et que ce soit aussi visible. Ça, c'est une lecture assez politique des choses. Moi, ce que je crois, c'est que les va-et-vient sur on fait Hinkley Point ou pas, qui met de l'argent dans Areva, qui fait ceci, qui fait cela, mais c'est juste le mécano industriel à la française qui n'a jamais fonctionné. Ça marche pas du tout. Ça ne peut pas marcher. Les dirigeants ne sont pas impliqués. Ce n'est pas leur problème. Ils gèrent une carrière à l'intérieur des entreprises de ce type. Et donc, gérant des carrières, ils gèrent au gré aussi de ce que leur direction leur demande, leurs actionnaires, il se trouve que l'État y est fortement présent, leur demande de faire. Forcé de constater que c'est un échec. Une fois de plus, on l'a connu avec le Lyonnais. Il y a assez peu d'exemples de réussite concrète dans ce genre de cas. Voilà. Bien, donc EDF... compliqué. Alors oui, compliqué. Ceci dit, on en a un petit peu. Oui. Nous, on l'a pour des raisons. On essaie de garder les fondamentaux, la reprise du prix de l'énergie. Et donc, on pense que toutes les façons, on en a besoin. Moi, je crois que c'est déjà dans les cours, toutes les mauvaises nouvelles. Mais ça va rester des interprétations à chaque fois politiques. C'est politique à chaque fois. Voilà. Alors, l'actualité, beaucoup d'actualités des valeurs cette semaine. Je ne sais pas très bien dans quoi on va piocher. Accord. Donc, voilà, accord de l'industriel et puis un peu de spéculation. Donc, et j'y ajoute un pari industriel intéressant sur les réservations propres au groupe c'est en train de payer. C'est intéressant puisqu'on voit bien les limites des Booking.com ou des TripAdvisor au sens interprétation des notes. Ça me semble pas aujourd'hui justifié autant de prix qu'on leur laisse. C'est-à-dire on a pensé qu'ils pouvaient reprendre la distribution commerciale et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur Vivendi. À un moment donné, il faut être propriétaire de son fonds de commerce et du réseau de distribution. C'est bien pour ça qu'il y a 2 groupes chinois qui sont au capital, dont un qui a maintenant 15%. Et ils ne sont pas là par hasard, parce que dès lors qu'ils envoient à peu près 2 ou 3% de la population chinoise, ça remplit d'ores et déjà toutes les chambres du groupe Accor. Donc c'est bon signe. Bon, Accor, on en a eu, on n'en a plus, on regarde. On va regarder, mais j'ai du mal à revenir dans quelque chose qui repart comme une balle. Voilà, donc il faut être opportuniste, typiquement. On attend. Accor a bénéficié aussi de son exposition américaine au premier trimestre. Et il peut y avoir un rebasculement sur l'Europe, mais ce n'est pas tout à fait la certitude. L'Oréal, donc magnifique.
Magnifique. Un des thèmes qu'on aime bien sur la reprise mondiale, la classe moyenne chinoise, Paul en a souvent parlé ici. Et enfin, on commence à voir se réaliser cela. La classe moyenne chinoise achète. Les Indiens vont le faire aussi. On a des chiffres solides par ailleurs. Bon, ben voilà, il n'y a pas de secret, des bons résultats. Donc, et on a dit L'Oréal et Silor, c'est deux. C'est le même moteur. C'est le même moteur. Il y a plus de technologie probablement dans les lunettes que dans les shampoings. Oui, et je dirais qu'aujourd'hui, on a une direction Encore de... Je ne sais pas si Thomas et moi sommes bien placés pour parler de ça. Je ne crois pas non plus. Mais toujours est-il que ce qui est intéressant, c'est de voir que la direction des Silor expérimentés, professionnelle, et celle de L'Oréal ne se trompent pas trop. On a là des directions solides avec des gens qui ont des objectifs industriels et des équipes costauds. Alors, l'automobile, la grande nouvelle, c'est que Volkswagen trouve un accord qui est moins cher, mais quand même monstrueusement cher. On a pris le pari de Michelin il y a 8 jours, il y a 10 jours. On a des bonnes publications de Michelin, correctes de Forestia, même si ça n'a pas marché. On voit, et Plastic Omnium qui confirme, et ça revient sur des thèmes de Paul, qui livre énormément en Chine pour les voitures. Donc, est-ce que les équipementiers, c'est le bon moyen d'être là-dessus, sachant qu'on a quand même cette espèce de pression réglementaire aujourd'hui, la direction, je sais pas, des fraudes chez Peugeot, etc. Je pense qu'aujourd'hui, on vient de mettre un prix sur les bêtises de Volkswagen. On ne l'a pas mis encore chez les autres constructeurs. Moi, je ne m'énerverai pas tout de suite sur les valeurs automobiles pour ne pas... Enfin, il nous faut un catalyseur, on n'a pas le catalyseur. Dès lors que tout sera réglé, notamment cette histoire de pollution qui est extrêmement importante, justifiée ou pas d'ailleurs dans certaines démarches, mais toujours est-il que le plus important, c'est d'y voir clair. On est investisseur, on doit y voir clair. Si on ne sait pas... si le groupe sera frappé de 3, 5, 10, 14 milliards et s'il continue de devoir faire des chèques, ça va être un problème d'acheter du Volkswagen, du Peugeot si on découvrait quoi que ce soit, ou même du Renault. Donc moi je pense que c'est un peu tôt. Et en revanche, les équipementiers, et notamment Michelin a publié un chiffre d'affaires qui est intéressant parce qu'il y a un très bon mix produit, comme on dit, c'est-à-dire que il va y avoir des résultats qui vont amplifier cette hausse, cette légère hausse du chiffre d'affaires. Et puis Michelin a bénéficié de la baisse du prix des matières premières, ce qui est loin d'être négligeable dans sa chaîne de production. Donc c'est assez vertueux. Et ils ont toujours été présents sur toutes les strates, et les strates importantes à forte marge sont largement préservées dans leur stratégie. On l'a vu dans les chiffres. C'est très intéressant quand on est investisseur de savoir qu'ils sont capables de protéger les grandes strates à forte marge et le mass market aussi de façon assez impressionnante. Alors, peut-être que c'est pas quelque chose qu'on a, c'est quelque chose qu'on a même évité d'avoir. Publicis et Havas ont plutôt surpris, et surtout Havas a beaucoup surpris. Il se passe quelque chose comme dans la conso ou dans la pub. On ne s'attendait pas. On se disait c'est un peu fichu, tout est numérique, etc. Mais non, en fait, on est dans la même veine que ce qu'on disait précédemment. Il y a deux moteurs pour nous sur ces thèmes-là. Vous avez le moteur de la reprise Chine 1, dont on l'a dit tout à l'heure, et puis la solidité de ce qui se passe aux États-Unis. Et vous avez aussi, en fait, là, il faut réinventer, on pense qu'il faut réinventer la vente, et en fait, on se rend compte qu'il faut travailler sur le lieu de vente. Le lieu de vente, c'est Publicis, Havas aussi, la communication. Oui. Il va falloir que Darty, par exemple, explique pourquoi il faut aller voir les contenus de Canal. Et puis Publicis a été lancé par Lévitan, donc effectivement, on est un peu dans la même peine. Alors, la techno, on en a parlé, donc Atos, Canon. En revanche, Dassault Systèmes, qui publie un très bon chiffre d'affaires, une très belle marge, déçoit quand même. Et SAP confirme, mais les gens ne se précipitent pas sur les logiciels. Donc, non, parce que comme SAP confirme, donc on s'attendait à mieux. Voilà. Mais je pense que c'est peut-être l'occasion d'en acheter justement parce qu'il n'y a pas d'emballement. Et finalement, on va se rendre compte que les fondamentaux, ils sont mis en place il y a quelques années maintenant, vont délivrer. Oui, c'est un sujet du portefeuille. La numérisation de l'économie est un sujet sur lequel on est vigilant. Ils sont présents dans les logiciels et dans le cloud, dans le déploiement des logiciels et dans le cloud. Donc ils n'échapperont pas à ce mouvement qui va délivrer pour nous la totalité de sa puissance maintenant. Donc je trouve ça, moi, très bien qu'on regarde SAP. Et quant à Atos, on ne va pas partir parce que c'est magnifique et à chaque fois que le président prend la parole, il annonce quelque chose de formidable. Hein. Donc, c'est vrai.
C'est quand il revient à la politique qu'il pose un problème. Le mieux, c'est qu'il reste chef d'entreprise. On va lui demander. Bien, donc ça fait un tour. Globalement, on a des résultats américains qui sont en ligne, avec des mauvais résultats pour certaines banques, et notamment les banques d'affaires. Ouais. On a des résultats européens qui sont plutôt bons. Alors, il y a un effet dollar, c'est-à-dire qu'effectivement, si L'Oréal et Essilor ont un bon effet, Coca-Cola et Johnson Johnson n'en ont pas un très bon. Mais globalement, on a un cycle qui est un peu vertueux pour les entreprises. Alors, je le pense. On a un cycle vertueux sur les entreprises européennes via les taux, sur le risque inflationniste issu de je le tempérerai, mais enfin, oui. De risque... de l'arrêt de la baisse. L'arrêt de la baisse. C'est ça, c'est qu'on a éloigné je le rappelle, on ne s'intéresse qu'aux dérivés secondes sur les marchés financiers et pas au mouvement en soi. C'est l'accélération du mouvement qui nous intéresse. Et on est au point d'inflexion, Paul en a parlé dans une émission précédente, on est au point d'inflexion. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, si on a un baril qui se maintient entre 45 et 60 dollars comme nous le pensons, on va avoir une économie qui va retrouver des vrais repères, des repères hors spéculation. Et alors, ce qu'il faut, c'est des repères, à la limite, même si c'est 45, bon, mauvais, 50, peu importe, mais il faut des repères. Et donc, repères. il nous faudra, à ce moment-là, on verra bien que le stock picking paiera, mais dans un premier temps, on est sur le mouvement indiciel et derrière, on aura le stock picking. Bien. On fait quelque chose cette semaine? Non. Bon, on a fait beaucoup, comme on a vu les semaines respire. précédentes. Eh bien, rendez-vous la semaine prochaine, même heure et même endroit. Merci. Merci.